Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique il va être question de cinéma chinois et d'une réalisation de ce metteur en scène dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, à savoir Jia Zhangke qui cette année a proposé Les Feux Sauvages et ici c'est son précédent en termes de fiction parce qu'il a fait un documentaire entre les deux dont il va être question, sorti en 2018, Les Éternels ou en version internationale Ash et Purest White, ça a un rapport avec un poème chinois je crois, et on va dire à minima une voire deux scènes du film. Le titre original quant à lui, alors je vais mal le prononcer hein, d'avance, veuillez m'excuser, c'est Jianggu Ernu, qui grosso modo hein, veut dire les fils et les filles du Jianggu. Alors le Jianggu c'est un petit peu ce monde à part de marginaux autour de la pègre, bref. Pas mal de films ont été faits dessus, notamment John Woo, Johnny To. Bon, il y a des références là-dessus, notamment dans la première partie d'un film séparé en 3 actes, et qui n'est pas sans rappeler quelque part ce qu'il fera par la suite, donc ce qu'il a fait cette année avec Les Feux Sauvages, mais autrement. Je reviendrai sur ce point parce que les deux films vraiment se répondent, et de toute façon, Les Éternels répond au cinéma d'un Jia Zhangke que j'avais découvert avec Still Life. Toute une partie du film qui rappelle Still Life, évidemment, autour de ce barrage-là. Au casting, évidemment, dans le rôle principal de Xiao, je crois qu'on prononce comme ça, je crois qu'elle a toujours eu ce prénom, ou du moins dans la plupart des films où elle a joué pour son compagnon, s'appelle Xiao. Bref, c'est Zhao Tao. Intéressant, tiens, Zhao Tao, tiens, ça me rappelle que Chloé Zhao, la réalisatrice sino-américaine, elle fera son éternel par la suite, mais rien à voir, hein, c'est du MCU. C'est amusant tout ça. Et à ses côtés, nous avons Liao Fan, je crois que c'est son seul rôle chez Jia Zhangke, qui va jouer Bin, qui va être, on va dire, l'amant de Xiao, et ce monsieur qui appartient à la pègre locale, alors que Xiao, elle tient une salle de jeu où, évidemment, tous les criminels vont se retrouver, et c'est là qu'une histoire va naître entre les deux. Et ça, c'est la première partie d'un film qui se déroule à Datong, ville évidemment très chère à Jia Zhangke, et une ville qui montre comment la Chine évolue. Parce que c'est un film qui parle à la fois donc, de cette romance, ce lien compliqué, hein, tout ça, entre Xiao et Bin, je vais développer certaines choses là, et comment son pays évolue à Jia Zhangke à travers cette ville de Datong, une ville minière, charbon et tout, qui va commencer à connaître un déclin économique avec l'évolution donc de la société hein, vers un capitalisme autre. Et donc 2001, on y reviendra dans le dernier acte, je crois 16 ans, 17 ans après, bon, bref, il va y avoir des ellipses, c'est pour ça que ça rappelle Les Feux Sauvages, hein, si vous avez vu ce film. On reviendra à Datong après, mais les choses auront beaucoup changé. Modernisation, certes, des choses, mais à quel prix? Et entre les deux, il va y avoir donc des tentatives de retrouvailles près de la ville de Fengjie, je crois. Bon, là aussi, je prononcerai mal. Hein. En amont de ce fameux barrage des Trois Gorges qui va changer totalement la région et devoir faire déplacer des gens. Bon, bref, là, on en revient au film Still Life. J'ai fait des vidéos sur Still Life et Les Feux Sauvages. Bon. Et c'est en toute logique que je m'intéresse, donc dans un ordre très erratique, hein, à ce film Les Éternels que j'avais failli voir en salle, je me souviens, en 2018, mais à l'époque, j'étais pas assez... Enfin, c'est de ma faute, hein. Peut-être pas assez intéressé ou pas assez au fait du cinéma chinois, et j'avais sûrement préféré d'autres choses. À tort ou à raison? À tort, parce que j'ai raté à l'époque quelque chose d'assez important à voir en salle quand même, mais peut-être à raison parce que je n'avais peut-être pas le background nécessaire pour apprécier autant un film qui est assez dantesque, hein, qui est dense, et qui donc parle à la fois du temps, de ces histoires d'amour impossibles ou compliquées, et évidemment de l'évolution sociale de la Chine, même si par rapport au Feu Sauvage ou même à Still Life, on est moins ancré dans le côté social, on est plus donc, on va dire, dans une narration, oui, certes linéaire, certes avec des sauts dans le temps, mais un peu romantique, un peu mélo. Ça peut avoir ses limites, ça peut plaire aussi plus à beaucoup de gens qui préfèrent quelque chose comme ça, d'ancré dans une forme de fiction, quand bien même Jia Zhangke décide de commencer son film en mode quasi-documentaire, avec un format très carré. Après, le format va s'élargir, il joue un peu là-dessus, où on va voir Xiao arriver, donc, probablement à son travail, dans un bus, avec des vrais Chinois, j'allais dire des vrais Chinois, des figurants qui probablement, eux, allaient même au travail. Enfin, moi, j'imagine que Jia Zhangke, il a un petit peu tourné de façon pirate, ça, avec des gens qui allaient vaquer à leur occupation, alors que Xiao, son actrice Zhao Tao, allait jouer le rôle. Et il y a même ce plan sur un enfant qui en dit long. Projection vers l'avenir de la Chine. Cet enfant-là, à la fin du film, sera majeur et peut-être
en rapport avec certaines choses que l'on voit là ou pas, hein, mais bon, c'est passionnant ça. Donc il y a l'ancrage réel, naturaliste, très cher à James Hanke, parce qu'il a fait des documentaires aussi, il y a Still Life qui est très proche vraiment d'une réalité, même si ça part ailleurs. Et après, Chao, voilà, avec cette relation avec Bean, il y a une sorte de respect, il y a quelque chose, hein, évidemment, dans les codes d'honneur, la loyauté et tout. C'est sur ce plan-là que va naître leur romance. Et derrière, Bean va être menacé, hein, guerre de gang locale. Hein. Et à un moment, Chao va prendre les armes, enfin, va prendre l'arme, elle va apprendre à tirer grâce à son mec. Et à un moment, ça va lui valoir, cette possession illégale, de la prison. C'est pour ça que pendant 5 ans, elle va rester en prison et elle va perdre le lien avec Bean qui ne va jamais la voir en prison. Lui-même perdant beaucoup, puisqu'il va aussi faire une peine d'1 an et il va perdre sa place, on va dire, dans le crime organisé local. Et ensuite, c'est de ces ruptures, de ces fractures-là, que on va reconstruire ou non, enfin ça, Jiazangke fait quelque chose de très fort dans son 2e acte, la possibilité d'une renaissance de cet amour ou non, dans un geste tout autre que la première partie. Si, voilà, toute cette introduction va s'ancrer un peu dans ce cinéma de gang, un peu de triade, à la chinoise, à la hongkongaise. D'ailleurs, The Killer de John Woo est référencé à travers l'une des chansons marquantes du film, je crois que c'est Salier, la chanteuse, que l'on entend extra ou intradiégétique, on ne sait pas trop, c'est intéressant ce message-là, ce mélange même. Et puis on voit un autre film de gangsters violent que les gangsters regardent. Au début je croyais que c'était The Killer, mais non. Cette musique par-dessus qui ferait croire que. Donc on est un peu dans ce polar gangstérisant dans la première partie, pour glisser très vite dans une 2e partie tout autre, avec la contemplation donc des lieux très propres à Still Life, Jiazangke, et le refera, je pense qu'il reprend d'ailleurs du shooting, des rushs de cet instant-là dans Les Feux Sauvages, et après on va plus se la jouer intimiste, avec des retrouvailles compliquées mais quand même très fortes, dans une chambre d'hôtel, avec ce néon dehors un peu verdisant et tout, et là on est clairement, pour moi, dans une évocation du cinéma de Wong Kar-wai. Donc passer de John Woo à Wong Kar-wai, mais avec le style Jiazangke sur le temps et sur l'évolution de la Chine, c'est fort, parce que nous avons ici un cinéaste qui a conscience de ses influences, de comment il a grandi dans le cinéma, même s'il n'y a pas que le cinéma asiatique qui est important pour lui. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'ancrage chez Robert Bresson, parce que dans le naturalisme là, entre autres, hein, mais un peu plus dans le documentaire ou dans le docu-fiction un peu voilà, social. Là. Et bim, il nous balance là aussi quand même avec son approche à lui, c'est-à-dire qu'il y a sa patte dans ce cinéma-là qui contemple les choses et les émotions et les relations. Qu'elle soit dure, un peu, voilà, la naissance d'un amour un peu flamboyant, d'où peut-être les cendres à un moment, parce qu'il restera peut-être que des cendres de cet amour. Ces moments difficiles où Bean, lui, n'est plus criminel, il essaye de s'intégrer autrement à travers une centrale électrique, et il participe à l'évolution de la Chine aussi d'ailleurs, à ce moment-là. Et après, donc, il se passe ce qui se passe, jusqu'à un dernier acte qui revient un peu aux sources, avec des retrouvailles autres, où Chao est à nouveau responsable de cette salle de jeu, mais les choses ont changé, surtout pour Bean. Je reste vague pour l'instant, je ferai peut-être une vague zone spoiler à un moment, je sais pas, j'hésite encore, mais je verrai selon comment je continue cette évocation orale d'un film qui m'a quand même beaucoup marqué. Et ce qui est passionnant, c'est que on a cette errance-là, mais cette force aussi, centrale et charismatique, propre à ce personnage féminin, qui n'est pas le faire-valoir d'un film romantique du tout. Déjà, Jiazangke la filme vraiment comme quelqu'un de... Voilà, il y a cette puissance, parce qu'en plus c'est sa compagne, il lui donne le beau rôle, oui, mais il y a à la fois la fragilité de ce temps qui passe, de cette impression d'abandon, de ce côté stoïque et fort quand même de son passage en prison, etc. Mais elle veut quand même comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi son mec n'est pas venu la revoir en prison, pourquoi. Et après, consommer ou non les retrouvailles ou la rupture, mais alors elle est là. Et puis elle se débrouille, c'est-à-dire qu'il va lui arriver quelque chose dans la 2e partie, à Chao, où elle n'a plus d'argent, elle n'a plus rien. On va voir comment elle va se faire respecter avec des petites arnaques, évidemment. Elle a appris auprès des plus grands, si vous voulez. Et il y a même cette scène remarquable, où elle se fait prendre en taxi-moto par quelqu'un qui veut abuser d'elle. Il veut abuser d'elle, alors qu'elle, elle cherche son ex, quoi. Enfin, son ex, oui. Scène sous la pluie et tout, où elle va le berner à mort, elle va voler sa moto. Et là, j'avais envie de dire, bien fait. Dans un endroit où on voit qu'il est en déplacement, en reconstruction, là, près de ce barrage, où
où on sent que c'est compliqué, quoi. Et ça vivote et ça boue en même temps. On va la voir essayer de comprendre un peu ce qui se passe avec ce chanteur qui représente la jeunesse chinoise de cette époque, qui parle d'amour et tout, qui va lui offrir une rose, je crois, en plastique. Ça veut tout dire, hein. Comment sur cette évolution-là, comment cet amour qu'elle veut retrouver avec Bin va être complexe. D'où après le passage un peu à la Wong Kar-wai. Et c'est passionnant aussi de voir l'évolution ici, très différente des Feux Sauvages. Parce qu'on joue sur des ellipses temporelles, tout ça, sur plus de 15 ans, hein, on va dire. Mais ce sont les mêmes acteurs et actrices en quelques mois d'intervalle de tournage, quoi. Donc on les vieillit à peine. Hein. Xiao, donc même l'actrice Zhao Tao, le temps n'a presque pas d'emprise sur elle, ou pas. Enfin, on le voit à la fin des Feux Sauvages quand même. Mais ce début de film, c'est un petit peu ce qu'on voit au début des Feux Sauvages, avec cette coupe très au carré et tout. Où on voit que d'ailleurs ça chante et ça danse dans des scènes de dancing karaoké, un peu de Village People, et évidemment des chansons locales, etc. Même une scène de danse de salon, enfin des trucs où on voit les gens vivre hein, et bouger. Il y a une idée de mouvement hein, dans le film, de toute façon, mouvement temporel et spatial évidemment. Et même, à un moment, il y a des scènes dans le train là, qui sont assez évocatrices sur qu'est-ce qui est le vrai du faux. Tiens, on essaye de démêler le réel dans la fiction dans le réel, et les histoires réelles ou non que certaines personnes, notamment cet homme dans le train, peuvent raconter. C'est passionnant ça. Et du coup, la réalité après s'offre à votre propre interprétation sur la finalité des choses quand même, hein, et sur l'évolution technologique aussi de cette Chine qui entre pleinement dans la modernité occidentale. De toute façon, on voyait ceci déjà un peu dans la première partie avec les Village People, hein, l'inscription plus ou moins américano-centrée du divertissement, qui va se confirmer ensuite avec ce rapport pourquoi pas aux ovnis, pourquoi pas aussi donc aux iPhones et aux nouvelles technologies de vidéosurveillance. Évidemment, il poussera encore plus loin ceci, Jazanke, avec quelque chose de très asiatique pour le coup, on va dire dans le fer de lance de ce qu'ils font, c'est-à-dire le côté robotique que l'on voit à la fin, évidemment, magnifique, hein, scène covido-technologique du film Les Feux Sauvages, que je vous invite à rattraper si vous voulez faire un bilan de l'année 2025, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film. Mais spoiler pour les éternels, donc. Alors évidemment, bon, dans les retrouvailles, il n'y a pas de retrouvailles. Les retrouvailles, elles se font donc à la Wong Kar-wai dans cet hôtel, où Bin et Xiao se disent adieu, quoi, avec ce moment où ils brûlent un journal, où il ne restera que les cendres de leur amour, d'où H, hein, etc. Même si cette histoire de cendres dans le titre original, c'est pas des cendres du temps de Wong Kar-wai, hein, c'est des cendres aussi que laisse, par exemple, la poudre d'un flingue. Il y a quelque chose de pur, oui, mais de pur qui peut être éternel, d'où le titre français peut-être, mais un éternel qui est à l'abandon. D'ailleurs, les éternels, du coup, ce titre français pardon, de ce film, c'est presque ironique, parce qu'ils sont éternels, oui, dans leur inscription dans cette Chine qui bouge, eux ils évoluent, mais ils sont toujours là, mais leur amour ne sera pas éternel, puisque donc là, il y a rupture. Après, il y a cette scène assez ubuesque, où j'ai eu du mal à comprendre l'intention, mais en fait, avec le recul, un recul très relatif, hein, 40 minutes à peu près après la fin du film que je fais cette vidéo, où elle rencontre donc ce gars qui parle des ovnis, là, dans le train. Je me suis dit, mais c'est un personnage qu'on a vu avant ou pas? Donc il y a une sorte de fausse romance, ou quelque chose de lien qui se tisse, mais en fait c'est un gros mytho. Gros mytho le gars, qui dit faire un truc, un parc autour des extraterrestres, en gros, mais il n'y a rien du tout. Mais après ça, après ce passage fugace, il y a une scène totalement folle, où Xiao va voir un ovni dans le ciel. C'est-à-dire que là, il parlait de mythos, de trucs irréels, d'ovnis, machin, mais après, ça s'inscrit dans une réalité de la fiction du film, et ça renvoie à une scène dans Still Life qui était en lien avec les extraterrestres, j'en dis pas plus. Mais il y avait un truc. C'est fascinant. Il faudrait un jour que Jazanke, carrément, fasse un film purement science-fiction, ancré là-dedans, parce que je pense que peut-être qu'il y viendra, parce qu'il met des jalons, là, comme ça. Et donc, le dernier acte, où Bin est complètement usé par le temps. Il n'a jamais pu vraiment se réinsérer post-crime, en fait, c'est compliqué. Hein. Il a tenté, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a eu un AVC suite à des problèmes d'alcool, et il est à moitié paralysé. Il est en fauteuil, et même il perd son fauteuil au jeu. Voilà. Le respect de l'ancien chef qu'il était, c'est compliqué parce qu'il y en a certains qui ne respectent plus, mais elle n'est plus amoureuse de lui, il n'y a pas possible, c'est pas possible la relation, mais elle le déteste pas non plus, au contraire elle est loyale, elle a gardé cette loyauté de comment fonctionnait à l'époque quand elle était intégrée au monde de la pègre, et les deux ont cette relation là de grand respect, mais c'est compliqué, elle l'accueille chez lui,
Non, elle n'est pas remariée, il croit que, mais non. Et puis finalement, il ne se sent pas à sa place et il s'en va. Et c'est là, ce final qui est très déchirant, où il laisse un message vocal. Voilà, c'est très moderne pour l'époque 2018, ça. Alors qu'elle installe les vidéosurveillance pour son business, donc sa chambre est vide, tout ça, elle constate, mais elle, on la voit à travers cette vidéosurveillance. C'est comme s'il y avait ce regard de la nouvelle Chine sur elle, et maintenant elle est un peu isolée là-dedans. Qu'est-ce qui va être de son avenir, et maintenant qu'elle a plus Bin à ses côtés, mais pour de bon, c'est lui qui a décidé de partir. Hein. De toute façon, c'est un film où il a pas assumé quelque chose, lui. L'homme n'assume pas, elle est stoïque, elle est loyale et tout, elle veut comprendre. Et à ce final-là, qui est assez dur, on pourrait presque imaginer qu'il fasse indirectement une suite de ce film dans quelques années et voir comment ça peut encore évoluer. Parce que lui, il va évoluer encore avec la Chine, hein, que je crois qu'il a pas 60 ans encore, le monsieur. Je sais pas quel âge il a. Je vais regarder ça en même temps que je parle. Il a 55 ans, bah oui. Imaginez une suite dans 10, 15 ans, 20 ans. Ça serait passionnant. Alors, on ne sait pas d'ailleurs de quoi le monde sera fait dans 10, 15, 20 ans. Donc pourquoi pas. Peut-être qu'il a ses idées en tête et qu'il laissera la possibilité de, bien sûr, selon ses envies cinématographiques. Mais cette fin est assez dure et amère quand même, je trouve. Hein. Je fais Amazon Spoiler. Bon, bah, Les Éternels, c'est très bien. C'est du pur que dans ce que j'ai vu. Il y a une continuation à la Still Life dans le deuxième acte qui va même toucher le hors-réalité. Voilà. Il y a ce côté un peu plus rentre-dedans, polar, gangster, que je ne connais pas encore trop du cinéaste, parce que je sais qu'il a fait A Touch of Sin avant que je n'ai pas vu. Donc il doit y avoir des liens là. Et évidemment, ce jeu sur le temps, sur plusieurs années, qui va être autrement mis en place dans Les Feux Sauvages, puisque Les Feux Sauvages, c'est vraiment des rushs tournés à des époques différentes. Donc on voit les acteurs vieillir, c'est ça qui est assez fort, hein. Ça qui met dans le truc réalisto, quasi docu, making of des choses. Les Feux Sauvages, c'est clairement comme Les Éternels dans la variation temporelle sur 15 ans, mais c'est ancré dans une réalité réelle. Alors que là, on est dans de la fiction romancée. C'est passionnant, ça, de voir cet effet miroir entre ces deux derniers films de fiction à date. Et je sais qu'il y a Plaisir Inconnu aussi qu'il faudra que je vois, qui probablement ancre aussi dans le côté un peu pègre marginal, mais peut-être code d'honneur. On va dire du début des deux films, hein, finalement, là que je viens de mentionner, de ces deux derniers travaux dans la fiction. Mais en tout cas, Jazanke, c'est passionnant, et je suis bien content d'avoir vu Les Éternels. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est votre préféré ou pas, mais peu importe, hein, comment vous le situez dans sa filmographie, sorte d'œuvre somme de l'époque, qui expliquerait le petit pas de côté magistral hein, qu'il fera dans Les Feux Sauvages, c'est-à-dire une sorte de répétition, mais alors très différente, dans l'idée de décaler ceci dans une sorte de... Ouais, bah je le dis, hein, de quasi... de making-of des choses, quoi, mais avec quand même une sorte de fiction recréée par-dessus. Parce que c'est ça, Les Feux Sauvages. Hein. C'est des rushs de machin chose et tout. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, mais en fait, on remet de l'intrigue, on refaçonne quelque chose. Aussi dans cette idée de quête, d'errance et de traversée du temps et de traversée de la Chine. Bah, c'est passionnant, ça. Si vous voulez découvrir un peu comment la Chine a évolué sur ces 20 dernières années, 20-25 dernières années, regardez le cinéma de Jazanke, c'est absolument fascinant. C'est extraordinaire, même. Ça fait découvrir les choses, voir l'évolution économique, comment on peut passer d'un monde criminel à un monde où on est dans la légalité, mais attention, cette légalité capitaliste qui bouffe quand même les ambitions et l'humanité ou pas hein, de ces gens qui ont connu qu'autre chose avant, et de voir justement comment ils questionnent cette Chine-là, quelle place économique à ses habitants, c'est pas évident. C'est pas évident, je pense qu'il en a beaucoup à dire là-dessus. Et qu'il n'a pas fini d'en dire, je pense, à voir ce qu'il nous fera comme prochain projet. En tout cas, je vous attends en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!